Bonjour, bienvenue dans Bamrin Conseil. Donc un bonjour particulier à la Guyane, à Madame Lacao, Robinson et Liliane. Bonjour à Sandrine, bonjour à Marie-Jo Permal. Et puis au marché aussi à Monique et Sandrine, la grande copine de ma fille, et puis mes petits-enfants et ma fille que j'embrasse très fort. Donc beaucoup d'amour pour toutes ces personnes, et parce qu'aujourd'hui on va parler d'amour malgré beaucoup de difficultés. Fabienne Cette-Rose, tu es avec nous aujourd'hui et tu viens nous parler de quelque chose qui j'espère que je vais finir cette émission, qui me touche. Tu viens parler de crime, un crime d'inceste qui est toujours ignoré, toujours d'actualité, et tu viens témoigner parce que toi-même tu as été victime pendant de longues années. Ça a été ton calvaire. Oui, bonjour, donc Fabienne Sainte-Rose. Donc je viens aujourd'hui présenter et parler de l'association 1001 victimes d'inceste que j'ai créée il y a pas trop longtemps, parce qu'effectivement j'ai été victime d'inceste dans mon enfance, donc au début de mon adolescence. Donc j'ai subi des agressions sexuelles de la part de mon père. De 11 ans jusqu'à 18 ans. De mes 11 ans jusqu'à ma 18e année, jusqu'à ce que je puisse quitter la maison. Voilà. Alors, comment on dit, tu dis que souvent on ne le sait pas, mais quelqu'un de notre entourage un jour a été victime de violences sexuelles, et peut-être même nous-mêmes, hein? Et tu dis que les violences sexuelles sont un fléau qui touche un homme sur 6 et une femme sur 4, et ce principalement dans l'enfance. Hein? Et qu'il n'y a pas d'études françaises de grande envergure qui contribuent à mettre en politique une matière, si tu veux, de traitement et de prévention. Voilà, donc je on ne peut rien faire, on ne peut presque rien faire pour ces enfants, pour ces filles comme garçons. Donc je travaille depuis plusieurs mois avec AIVI, avec Isabelle Aubry, donc, qui est présidente de l'Association internationale des victimes d'inceste, et aussi avec le docteur Violaine Guérin, qui est le président de SVS, Stop aux violences sexuelles. C'est vrai qu'on remarque que la France a une politique très offensive dans la protection de l'enfance, mais quand on regarde le résultat, autant d'argent et d'énergie dépensée, et pourtant la réalité et celle-là, c'est que beaucoup d'enfants, de petits garçons, de petites filles, se retrouvent prisonniers de l'emprise de leurs parents, ou de professeurs aussi, ou de prêtres, ou de voisins. Donc les enfants se retrouvent prisonniers des adultes. Des adultes, donc de personnes qui à la base ils aimaient, parce que moi, pour revenir à moi, mon père c'est quelqu'un que j'adorais, que j'admirais même avant de le rencontrer, et je crois que c'est, malgré tout ce qu'il a pu me faire, c'est quelqu'un que j'arrive pas à détester. Je n'ai de haine pour personne de toute façon. Mais donc, il y a même, je sais pas, sur Facebook, le premier homme qui t'aime, c'est ton père, hein? Le premier homme qui t'a aimé, c'est ton père, donc tu ne peux pas avoir de la haine surtout enfant. Voilà. En tout cas, dans l'enfance, quand j'étais une petite fille, moi, c'est vrai que ma mère nous a élevés seuls, et au moment où elle a décidé de me présenter à mon père, elle pensait faire une bonne chose, et ça a été la catastrophe pour moi, mais pour elle aussi, parce que sans le savoir, même si pendant toutes ces années-là, je pensais qu'elle savait, mais en fin de compte, elle savait pas. Mais si je veux dire, c'était trop tard, le mal était fait, et la petite fille que j'étais ne pouvait pas, j'arrivais pas à dire ce qui se passait. Qu'est-ce qui fait justement qu'on n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait que à aucun moment tu n'arrives à dire à ta mère, à tes sœurs, comment? Là, je parlerai en tant que victime, alors que les professionnels ils vont dire que quand ces choses-là arrivent, on est sidéré, on est dans l'effroi, on peut pas parler, quoi. Mais moi, à mon époque, déjà dès la première fois, quand mon père il m'a demandé, t'as déjà vu un père amoureux de sa fille, et qui qu'est-ce que vous voulez que je remonte dire à ma mère après ça? Non,
C'est comme ça. C'est des choses qu'on ne peut pas dire, que les enfants, ils ont du mal à dire. D'accord. Donc, AIVI, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, AIVI, c'est l'Association internationale des victimes d'inceste, qui a été créée à 14 ans par Isabelle Aubry, qui elle-même aussi était victime d'inceste de la part de son père. Et c'est une association de victimes, d'accord, comme l'AMVI, l'association que j'ai créée récemment. Et c'est une association qui milite pour que l'inceste, en tant que tel, intègre le code pénal, parce que dans le code pénal, on parle de viol, voilà, mais pas d'inceste. Et c'est une association qui milite aussi pour que ces crimes-là soient imprescriptibles. Imprescriptible, ça veut dire... Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a 20 ans après la majorité pour dénoncer les faits. OK? Et nous, victimes, et les professionnels qui nous suivent, réalisent que les victimes commencent à parler vers les 40 ans. Et donc, à 38 ans, au moment où on peut dire voilà, ça m'est arrivé, mais c'est trop tard. Donc c'est aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome d'amnésie, c'est ça? Donc il y a le syndrome d'amnésie, c'est encore autre chose. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des fois où ça arrive, d'accord, les viols se passent dans la très petite enfance, et pour se protéger, eh ben on oublie, on peut faire refouler, et voilà, on fait comme si ça s'était pas passé, voilà. Et puis un jour, quand on arrive à l'âge adulte, soit au moment d'avoir des enfants, soit au moment d'une séparation, soit dans un travail thérapeutique, mais les choses remontent et on se rend compte, il s'est passé ça. D'accord. Voilà. Alors, on va faire juste une pause parce que notre invitée est arrivée, qui est psychologue, voilà, et qui est Madame Petit Cynthia, qui est psychologue au SAVAS, au service d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. D'accord. Donc, on va accueillir Madame. 5 minutes. On revient.
garou, mais pour y pas tout dire. Ambiance pays moi, ambiance pays moi, ambiance pays moi. Réchauffer, hey, ambiance pays moi, pour douciner dans ma ambiance pays moi. Bon, nous sommes revenus. Alors, bonjour Cynthia, bonjour. Bonjour. Bonjour d'être là, Cynthia Petit. Donc, vous êtes psychologue. Oui. Et représentez-nous La structure dans laquelle vous travaillez. Je travaille dans une association qui s'appelle ADEPAS, Association pour l'accompagnement, le développement et la promotion de l'action sociale. Et au sein de cette association, on a, deux services phares, donc autour de l'accueil des personnes immigrées, leur permettre une meilleure intégration en Martinique. Mais surtout aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le SAVAS, le service d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. D'accord. Voilà. Et donc, vous vous occupez particulièrement des enfants ou de toutes les victimes? Alors, on s'occupe de toutes les victimes. Depuis janvier 2013, nous accueillons aussi des adultes victimes, puisque les adultes à partir de 18 ans, n'est-ce pas, sont aussi victimes d'agressions sexuelles et il y avait une demande réelle. Alors, mais sont victimes de demande. À l'âge de 18 ans ou ça peut se passer à 18 ans même quand on est majeur aussi? Est-ce que c'est ça que vous me dites? Mais bien sûr. Mais bien sûr, les agressions sexuelles ont lieu aussi sur des personnes adultes. Hein, ce sont, on parle de viol. On parle de viol, on parle d'attouchement, on parle de toute agression. Pas d'inceste à cet âge-là. J'en ai déjà reçu des incestes à cet âge-là. Oui, oui. D'accord, qui a commencé dans l'enfance et qui a continué à l'âge adulte. D'accord. Donc c'est ce phénomène d'agression sexuelle, d'inceste et de viol sur les personnes, en particulier sur les femmes, mais les garçons aussi sont victimes. On ne peut pas dire qu'ils ne le sont pas. On les accueille dans ce service. On leur propose donc un accompagnement sous trois champs, au niveau donc psychologique, puisqu'on sait qu'il y a des dégâts, au niveau éducatif et aussi juridique. La question est importante puisque les personnes ne sont pas d'office amenées à savoir qu'ils auront affaire à la justice. Donc ils ont besoin d'un accompagnement qui leur permet justement de mieux percevoir la machine judiciaire qui est assez compliquée. Quand même, c'est d'avoir face à des inconnus, à se raconter, parce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, dès le départ, au dépôt de plainte, parce qu'il faut savoir, nous avons un cadre d'accueil des personnes victimes, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. D'accord? Le dépôt de plainte vient donner cette position aussi de victime aux yeux de la société, c'est-à-dire on a été victime d'une infraction et donc il y a des textes qui le déterminent déjà et donc de dire je suis victime. Mais quand on va dans un commissariat porter plainte et tout en tant que victime, mais comment ça se passe? Comment on est pris en charge? Ça doit être horrible quand même. Est-ce qu'il y a une structure, comment ça se passe pour ces personnes? Il y a le dépôt de plainte. Nous travaillons en relation avec le parquet. Les gendarmeries de la Martinique doivent orienter vers les différents, Mais quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui serait victime, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit vous appeler? Est-ce qu'elle doit y aller directement? Alors, elle peut y aller directement. Si elle a besoin d'informations, elle peut nous contacter pour pouvoir avoir le maximum d'informations. À quel numéro? On peut nous contacter donc au 05 96 50 72 33. Là, c'est le siège de l'association. Et on peut nous appeler dans le service même au 05 96 53 22 50. D'accord. Et là, il y a une cellule d'écoute qui accueille la personne et qui l'oriente ou qui lui demande de venir. Comment ça se passe? Alors, il y a d'abord le dépôt de plainte. Si la personne n'a pas déposé plainte, elle peut venir nous voir, mais ce sera aussi une réorientation vers le dépôt de plainte. Mais ce que je veux savoir, c'est que, Fabienne, par exemple, quand tu as déposé plainte, attendez, comment la personne, est-ce qu'elle va, quand par exemple, moi, on m'a volé mon sac, j'ai été déposé plainte, on m'a volé mon sac, vous êtes dans une salle d'attente toute seule à attendre, et après on vous demande décrivez-moi comment il était, que le gars a pris votre sac, comment il était. Bon, et vous êtes toute seule, vous vous souvenez même pas s'il était grand, petit. Bon, ça c'est déjà assez, quand vous n'avez pas l'habitude des commissariats, assez, je trouve, angoissant. Oui. Une personne qui est jeune, qui vient, est-ce qu'il y a un accompagnement au sein du commissariat? C'est ça ma question. Je vais parler un peu de mon expérience.
quand j'ai subi ces crimes, j'ai été pendant longtemps plongée dans le silence. Voilà. Donc, je n'ai même pas voulu ni essayé de le dire à mes parents, mais j'ai commencé à... J'en ai parlé pour la première fois à des amis, après à mon ex-mari qui m'a encouragée à porter plainte. Mais j'avais déjà plus de 20 ans. D'accord. Voilà. Et donc, il y a déjà une difficulté donc, chez la victime à se dire, voilà. Parce que ce que nous, en tant que victime, on veut, c'est aller bien. Et c'est vrai que moi, autour de moi, mon ex-mari me disait, mais si tu portes plainte, tu verras, tu iras mieux. Et on avait compris la nécessité de faire rentrer la loi dans la famille, voilà. Et c'est vrai que pour les victimes, c'est difficile et compliqué. Et moi, je suis allée, c'est vrai qu'avant qu'il y ait cette plainte définitive en 2002, j'ai fait plusieurs démarches qui sont restées un petit peu lettres mortes. J'avais envoyé des courriers au procureur, mais à rien pas suivre. Et il a fallu qu'en 2002, veille de mes 28 ans, je trouve suffisamment de force pour aller voir mon avocate et qui a effectivement, elle, introduit la plainte. Parce que ce que j'aimerais dire, c'est que même si c'est important de dire que l'inceste, les crimes incestuels, c'est un interdit et c'est une violation de la loi, ce qui est aussi important, c'est de dire aux victimes qu'elles peuvent se réparer. Et donc, même si elles n'ont pas encore l'énergie et la force de porter plainte, mais la priorité, c'est la réparation. Donc, quand on sait qu'on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, il faut aller voir son médecin traitant et le lui dire. Il faut aller voir son assistante sociale si on a une bonne relation avec elle et le lui dire. Il faut aller voir un psychologue et le lui dire. Il faut dire les choses. Il faut commencer par dire. Donc, même si, même si c'est sur nous peut aller en policier en premier pour dire ça, mais faut qu'on trouve quelqu'un de confiance à qui le dire. Et sinon, et à partir de ce moment où on a pu le dire, les gens, ils peuvent nous aider à dépasser. Mais il faut pouvoir se confier à quelqu'un. C'est ça, pour moi, c'est ça la chose première. Et c'est vrai que la loi, elle arrive après, mais il faut pouvoir dire les choses parce que pendant toutes ces années, on fait comme si rien pas arrivé. Voilà. Et après, on développe beaucoup de troubles de comportement. On risque de tomber dans la drogue, dans des instabilités sexuelles, professionnelles. Voilà, tous les repères sont éclatés. Donc, la réalité même des victimes, elles sont perdues. Donc, c'est sûr que quand on est perdu... on est perdu. Hein? Voilà. Et toi, tu dis que c'est lorsque tu as rencontré, c'est ton médecin qui t'a soutenu et en plus qui t'a dit il faut créer cette association. Donc si je suis là aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, 4 ans après l'incarcération de mon père, donc 4 ans après la décision de la Cour de cassation qui est venue dire oui, Madame Sainte-Rose a eu raison d'aller au bout de sa procédure. Parce qu'il a pris quand même 15 ans. Voilà, il a été condamné à 15 ans et c'est vrai qu'après toute cette procédure, tout ce combat juridique que je menais de front aussi une vie de famille et que j'essayais de mener une vie professionnelle, je me suis retrouvée dans une grosse dépression. Donc voilà, dans une énorme dépression et qui m'a fait aboutir à arriver à l'UAD, l'unité anxiété-dépression, qui est une unité qui a été créée il y a 4 ans par le professeur Aimé Charles Nicolas.
et que des médecins comme le professeur GL et le docteur Sigvard et le docteur Debien qui sont spécialisés dans la prise en charge des traumas. Donc, je les ai rencontrés l'année dernière, en juin de l'année dernière, et j'ai envie de dire, enfin, j'ai rencontré des gens qui pouvaient m'entendre et me comprendre. Parce que pendant toutes ces années-là, m'en prends bon antidépresseur, j'ai fait du nomadisme médical, mais il n'y avait personne en face de moi pour entendre ce que je disais et me comprendre. Et c'est vrai qu'il y a une prise en charge spécifique qui doit être réalisée pour les victimes. Et cette unité-là... qui se trouve où? Donc, c'est au CHU. D'accord. Au CHU de Fort-de-France, donc à la MENA, à Pierre-Zobda-Kidman. Donc, voilà. Donc, on peut rentrer facilement en contact avec l'équipe. Donc, ils sont au 05 96 55 23 11. Donc, 05 96 55 23 11. Oui. Voilà. L'unité s'appelle comment? Unité anxiété-dépression. D'accord. Donc, c'est un service qui reçoit souvent des gens. On arrive souvent là parce qu'on a fait des tentatives de suicide. Hein. C'était pas la première et on souhaite que c'était la dernière. Mais souvent, on arrive là parce qu'on a eu des crises suicidaires. Donc, on arrive là parce qu'on a un problème avec l'alcool. On arrive là parce qu'on a un problème avec son mari, avec sa femme. On arrive là parce qu'on subit des violences conjugales. On arrive là parce qu'on n'a plus envie de vivre. Voilà, et ces médecins-là, dans leur pratique, puisque c'est eux aussi qui ont impulsé la création de AIVI à 14 ans à Tenon, ces médecins-là savent bien que dans 90% des cas, des personnes qui reçoivent, là, qui ont des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, avec l'herbe, avec des violences conjugales, souvent ils ont été victimes. Voilà. Et ces personnes-là, souvent, n'ont pas accès à ces souvenirs-là. Ils sont juste sous l'emprise des symptômes. Ils ne savent pas pourquoi ils sont mal, ils ne savent pas pourquoi ils n'ont qu'une envie, c'est mourir, ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas ne pas boire, ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas ne pas se droguer. Voilà. Donc, c'est un lieu où on peut dire stop, on peut prendre soin de soi. Et donc, avec ces médecins-là, ils m'ont encouragé à créer donc l'AMVI, l'association Mille et une victimes d'inceste, et on organise tous les samedis après-midi de 14h à 16h, donc à l'UAD. L'UAD, c'est l'unité anxiété-dépression, donc dans une salle que le CHU nous a mis à disposition. On organise des groupes de parole, donc avec des victimes, hommes, femmes, donc ce sont des adultes qui peuvent enfin se retrouver entre eux et dire oui, j'ai subi ça, voilà, et voilà ce que ça a fait dans ma vie, voilà ce que ça me fait aujourd'hui et je ne veux plus. Donc on est vraiment des personnes qui avons envie de s'en sortir. Voilà, nous pas qu'à venir là pour plairer entre nous, machin, nous qu'à venir plairer, oui, mais pour dire c'est fini. Faut s'arrêter, quoi, parce que faut nous plairer, parce que si nous pas plairer, nous qu'à tout faire en bas en cancer, nous qu'à tout faire, faut nous, voilà. Il faut accepter, on nous a fait mal, il faut qu'on puisse le dire et dépasser. Et accepter, oui, on est mal, on est mal, on a le droit, vu ce qu'on nous a fait, oui, on a le droit d'être mal. Et si on est là, c'est parce qu'on veut aller mieux. Donc, c'est pas pour se faire plaindre, d'accord? C'est parce qu'on veut s'en sortir. Voilà. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, puisque la parole, vraiment, c'est ce qui... faut libère, parce que c'est comme un mouvement de ce qui sort. Hein, on sort tout ça, on le met à l'extérieur, on en parle à des personnes qui sont prêtes à entendre. Mais oui, parce qu'il faut être prêt à pouvoir entendre ce que la victime a à dire. Pas du viol en lui-même, mais de toute sa souffrance et de tout son vécu de toutes ces périodes-là. Et c'est ça qui est difficile parce que les personnes autour, ils ne sont pas prêtes à entendre cette souffrance-là. Parce qu'aussi, ils ne savent pas quoi en faire en réalité. Hein, quand une mère, un cousin, même les enfants quand ils sont victimes, ils vont parler à un autre petit, mais c'est trop lourd pour le petit, il ne sait pas porter cette souffrance, cette douleur-là qu'il y a chez la victime. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui sont aptes à entendre cela. Et c'est vrai que ça fait des années que tu cherches, hein, sans connaître l'existence de la DEPAS. C'est vrai, effectivement. C'est vrai qu'au début, nous avons commencé à fonctionner. ADEPAS, rappelez le sigle. ADEPAS, Association pour l'accompagnement, le développement et la promotion de l'action sociale. D'accord. D'accord. Et il y en a dans toutes les communes? Non.
On voudrait bien. On voudrait bien. C'est une question de finance aussi. D'accord, vous êtes uniquement Nous à Fort-de-France. sommes à Fort-de-France. Oui, votre et adresse notre adresse, donc, c'est à Kerlis, le bâtiment Marsan, porte numéro 26. D'accord. Premier étage. D'accord. Voilà. Alors, on va aller voir un micro-trottoir. Vous Oui. allez être surprise pour voir ce que les gens pensent de l'inceste dans la rue. D'accord. On va... L'inceste, est-ce que vous pensez que l'inceste existe toujours? Ah, je pense que oui. C'est peut-être caché, mais je pense que oui. Comment faire pour lutter contre ça? Oh, je ne sais pas s'il y a une solution, mais je pense qu'il y a une solution. Vaut mieux le trouver rapidement, je pense. C'est sur l'inceste. Est-ce que vous pensez que l'inceste existe toujours? J'ai l'impression que ça commence maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, j'ai des enfants, j'en ai 3. Et quand j'entends mes enfants parler de leur quotidien au collège ou de ce que vivent leurs camarades, je me dis des fois que c'est maintenant que ça commence, qu'il faut faire attention. Est-ce que vous pensez que l'inceste existe toujours? Le quoi vraiment? L'inceste. Ah, l'inceste, L'inceste, c'est-à-dire les rapports sexuels entre des gens de la même famille. c'est-à-dire que c'est des choses qui sont cachées, on ne le sait pas. Hein? C'est-à-dire ça après, bon, on peut vous dire oui, c'est ça. Ah, bien sûr. Pourquoi êtes-vous si formel? Oui, parce que quand on regarde, il y a certains parents qui laissent leurs enfants soit pour un voisin. Et la personne voit que cet enfant, quand même, je dis, cette personne a déjà cette idée en tête. Et c'est une petite fille, ou que ce soit un petit garçon aussi. Et ça l'intéresse. Alors, on ne parle pas de pédophilie, mais bien d'inceste, c'est-à-dire les relations sexuelles entre membres de la même famille. Mais bien sûr. Là, vous avez parlé de voisins. Ah bon, vous parlez de l'inceste entre parents et enfants. Oui, voilà, la même famille. Bon. Parce que aussi il y a les cousins aussi qui peuvent faire aussi. Le cousin là ou le frère aussi peut à son âge voir sa petite sœur. On ne sait pas comment ça peut se passer entre les enfants. Et bien souvent, les enfants disent que, mais bien longtemps après, que un tel m'a fait telle chose. Mais il faut se dire que l'enfant, à ce moment-là, quand il était petit, obéit. Mais de fur et à mesure, peut-être que les parents parlent, ils observent et ils commencent à parler. Et c'est pourquoi maintenant, les enfants parlent beaucoup plus qu'avant. Maintenant, personne n'a de limite, quoi, tu vois. On est amené à faire ce qu'on veut maintenant. Est-ce que tu penses que ça existe toujours, l'inceste? J'ai entendu parler dans les tribus. Je ne sais pas si en Martinique ça continue, mais je sais que dans le monde, ça doit continuer. L'inceste existe toujours? Si ça existe. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que d'après la vie que mènent les jeunes actuellement, ça se voit. D'accord. Quand vous dites la vie qu'ils mènent, c'est-à-dire? Il y a tellement de choses et de critères qui jouent dans cette histoire de l'inceste, c'est que même les parents... Bon. Merci. Alors, on a eu beaucoup de réactions entre nous. Fabienne, Donc c'est déjà de déterminer l'inceste. Oui, parce que... c'est vraiment l'agression sexuelle par un membre de la famille. Hein. C'est vraiment ça fait entrer cette connotation de lien filial, lien familial entre l'agresseur et l'agressé. D'accord. Donc c'est pas le voisin. Le voisin, c'est un viol par personne d'une autorité, par exemple, parce qu'on lui a donné un enfant en charge. Mais ce n'est pas. C'est vraiment dans la famille, dans l'espace familial. Donc c'est le là où père on doit se sentir en sécurité. Dans la pyramide de Maslow. Là où on doit se sentir en sécurité, là où l'enfant doit avoir de la protection, eh bien, il a une personne qui va totalement détruire ses représentations. Pensez bien que l'enfant est en pleine construction, donc il a besoin de bases stables pour pouvoir évoluer. Et là, les quelques bases qu'il a eues, eh bien, tout vole en éclats alors qu'il n'a pas fini de se construire psychiquement parlant. Donc il va se construire sur quoi? Sur par des repères, je veux dire, destructeurs, ce ne sont pas des repères stables, ce sont surtout quand c'est le père aussi qui vient à agresser,
Le père, c'est vraiment celui qui est censé apporter la loi d'ailleurs. Hein, il est censé être celui qui pose la loi. Il est censé être celui éminemment protecteur de l'enfant. La mère aussi, mais la mère a cette connotation de soin, d'apporter. Tout ça, ça participe à la sécurité de l'enfant. D'accord? Mais là, le père qui est censé apporter la loi vient détruire, en fin de compte. Donc pour l'enfant, c'est terrible. C'est terrible et c'est un tsunami. Ben oui, vous avez bien employé le terme. Mais attendez, c'est un tsunami. Tout est détruit sur son passage. Tout est détruit. Il y a une perte des repères totalement, puisque c'est au sein de la famille qu'on vient apporter les règles qui plus tard vont être observées par l'adulte dans la société. L'enfant ne sait pas qu'il y a un code pénal, à quoi ça correspond, à quoi il y a un code civil. L'enfant ne connaît pas ces choses. C'est d'abord les lois de la famille, ensuite il y a les lois de la société qu'il apprend au fur et à mesure. Là, dès la base, on lui coupe carrément les deux jambes, on va dire. D'accord. Alors, dans la presse, on en parle beaucoup, puisqu'on dit que le crise d'inceste est toujours ignoré malgré les engagements des associations. Regardez, il parle de tribus, il dit que ça n'existe pas chez nous. Je pense que c'est une façon, en fin de compte, de ne pas penser à ces choses et que ces choses puissent exister chez nous. C'est du type de défense, en fin de compte. C'est défensif, en réalité, de pouvoir mettre ça dans un ailleurs. Il n'y a plus de tribu ici, donc c'est dans un ailleurs, c'est pas ici. Non, c'est pas nous, non, c'est pas possible. Ça ne sommes pas concernés. Voilà. Donc, l'inceste dans le code pénal, qu'est-ce que le code pénal dit? Le mot inceste n'existe pas dans le code pénal. Ça n'existe pas? Non, pas dans le code pénal. Hein, il est resté, je crois, 10 mois au code pénal. 10 mois au code pénal, il a été enlevé. Ce qui existe, c'est viol par personne ayant autorité. Donc le parent, c'est le parent qui a autorité, mais ça peut être aussi le moniteur de voile, ça peut être le moniteur, puisque au moment où l'enfant est confié, c'est la personne qui gère une structure qui a autorité à ce moment-là. D'accord. Alors, mais la Cour de cassation prescrit quand même, il y a une prescription, il y a eu un débat avec Taubira, qu'est-ce qui s'est passé, Fabienne? Depuis plusieurs années, des associations comme AIVI, comme SVS, Stop aux violences sexuelles, militent pour intégrer le crime inceste pleinement dans le code pénal, parce qu'il y a vraiment une différence à faire entre les crimes d'inceste et les viols. Bien parce sûr. que quand comme elle dit, Madame Petit, quand celui qui est censé représenter la loi, le respect, l'amour, quand il vient modifier votre représentation de la vie, c'est un crime, et c'est un crime aussi. Moi, je l'ai vécu c'est l'adulte qui a pu mettre des mots sur ce qu'elle a vécu dans l'enfance, et on a besoin les victimes ont besoin de ce temps pour s'ériger en tant que victime, parce que c'est pas l'autre qui va venir dire celle-là a été victime, puisque en fait quand on est muré dans un silence, on est dans une société où de non-assistance à personne en danger, où on sait, on suppose, et pourtant personne ne dénonce, et souvent dans beaucoup d'histoires on verra que les gens ils savent mais ils disent pas. Donc c'est vraiment un combat contre le silence des victimes, mais contre le silence des témoins aussi, des témoins silencieux, quoi. Et rendre ce crime imprescriptible comme les crimes contre l'humanité, parce qu'il faut savoir que les crimes contre l'humanité, génocide, tout ça, c'est imprescriptible. C'est important. Il y a des gens qui comprennent pas. C'est important parce que moi, j'ai vraiment vécu, je le dis parce que... Imprescriptible, ça veut dire que on a vie, on peut en parler. Voilà. Vie, on peut porter plainte. Plainte, parce qu'aujourd'hui, toi, à ton époque, c'était jusqu'à 10 ans après la majorité. Donc, il a fallu que je porte plainte avant mes 28 ans. Et aujourd'hui, c'est jusqu'aux 38 ans. Et là, on dit, c'est pas possible. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour le dire. Pour le dire, quoi. Parce que c'est... Voilà. Et on va aller voir, Fabienne. Sur France 3, c'est un procès d'un enfant qui a perdu le procès contre son oncle. Mais c'est horrible. Hein. Mais... Alors, j'ai envie de dire, la loi ne fait pas de sentiments.
ils sont là dans des faits, dans des choses bien concrètes. Quand tu disais la manière dont tu as vécu tout ça, ils entendent, c'est-à-dire ça sera vers au dossier, là il y a eu des pressions, il y a eu tout ça pour qualifier l'état dans lequel la victime est, mais la loi ne fait pas de sentiments. Les textes sont déjà posés et ils vont travailler en fonction des textes et l'avocat va faire en sorte que la loi soit respectée pour sa cliente. Vous voyez, c'est pas il n'y a pas de sentimentalisme. Hein. Bien sûr. On fait respecter la loi. Oui, donc il faut qu'il y ait une loi. Il faut qu'il y ait une loi. Oui. On va voir ce crime-là. Démarrage aujourd'hui d'une campagne choc pour lutter contre l'inceste et rappeler qu'un enfant n'est jamais consentant. On estime que 2 millions de Français ont été victimes dans leur vie d'agressions sexuelles de la part d'un membre de la famille. Et pourtant, l'inceste n'est pas nommément inscrit dans le code pénal. Et les associations, elles militent pour changer la loi et pour libérer la parole des victimes sur un sujet encore tabou. Marianne Buisson, Mathieu Auville, Yvon Bodin. Sur les photos de famille, c'est une petite fille qui ne sourit pas. Sandrine Rochelle avait 6 ans quand elle a été violée par son père. J'ai été tétanisée, pétrifiée, anesthésiée, enfin j'ai complètement été bloquée. C'est comme si une partie de moi a été morte en fait. L'enfer va durer toute son enfance. À 17 ans, Sandrine trouve enfin le courage de porter plainte. Ensuite, un procès aux assises et une autre épreuve qu'elle était loin d'imaginer. Au tribunal, une psychiatre lui demande pourquoi elle s'est laissée faire. Elle avait dit que quelque part j'étais consentante et que c'était un peu de ma faute si mon père, enfin voilà, que j'étais consentante quoi. Et c'est après avoir fait des thérapies sur moi et que j'ai compris que c'était pas du tout de ma faute et que de toute façon, même si moi j'avais demandé un câlin à mon père à l'âge de 6 ans, c'était quelque chose que les enfants demandaient et que c'était l'adulte à lui à rester à sa place, quoi, de toute façon. Le père de Sandrine a été condamné à 14 ans de prison. Pour les associations qui accompagnent les victimes, la loi doit changer. Vous imaginez comme on est fragile à cet âge-là et on adhère tout à fait à tout ce que propose l'adulte qui paraît si gentil. Elle réclame que le terme inceste soit inscrit dans le code pénal pour reconnaître ce crime en tant que tel et pour que la question du consentement des enfants ne se pose plus. Tout ça parce qu'elle écoute son papa qui lui dit que c'est normal, que tout le monde fait ça et que les papas ont toujours raison. C'est le message de cette campagne. Un enfant n'est jamais consentant. Il faut que ce soit inscrit en positif dans le code pénal. Nous, on propose un enfant ne peut consentir à l'inceste pour qu'on ne puisse plus juridiquement faire louvoyer et se poser des questions. Terminé. Pour Nathaniel, il est trop tard. Violé par son oncle dès l'âge de 10 ans, les jurés de la cour d'assises ont estimé que le petit garçon était consentant. L'oncle a avoué, mais il a été acquitté. L'acquittement a été beaucoup plus dévastateur pour moi que les agissements même. Il y a eu une révolte envers la justice, il y a eu un manque de confiance en moi, pour moi, je me suis senti trahi. Elle grandira mal. Qu'on reconnaisse l'inceste comme un crime spécifique, c'est l'attente des victimes. En France, elle serait plus de 2 millions. Terrible. Un enfant, c'est vrai qu'un enfant, on va dire, a une sexualité qui n'est pas une sexualité adulte. La sexualité, c'est tout autour chez le bébé, les zones érogènes, les zones sensibles, la succion, mais ce n'est pas une sexualité adulte. D'accord ? Un enfant entre, on va dire, 6 ans et demi, 7 ans et 10, 11, 12 ans, d'accord ? Ils sont dans des phases justement où toute cette sexualité infantile est en sommeil, on va dire, et l'enfant n'a pas d'intérêt particulier pour la sexualité en soi. J'entends bien la sexualité adulte. L'enfant va être curieux de certaines choses parce qu'il y a beaucoup d'images aussi. On est bombardé d'images maintenant. Même dans les dessins animés, il y a des baisers, il y a l'amour, il y a tout. Voilà, mais l'enfant est curieux de certaines choses. Mais c'est une curiosité plus intellectuelle que physique et un besoin de relations sexuelles adultes. Donc quand l'une des victimes dit que son oncle dit qu'il était consentant à 10 ans,
on se pose quand même des questions. Mais c'est horrible. Mais c'est ce qui est le plus À 10 horrible, c'est ans, que il y a un l'encaveau et questionnement. que le jeune homme, il n'a pas de réparation. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Alors, il dit il y a- c'est plus dur sans réparation. C'est-à-dire que la réparation, c'est pas la sentence, on va dire, du tribunal. La réparation, c'est la victime qui la met en place. C'est se reconstruire, pouvoir reprendre une vie, pouvoir reprendre sa vie, se reconquérir même, Oui, mais se quand vous redécouvrir. vous C'est êtes ça quand la même blessé réparation. 2 fois là quand il dit. Ça Il fait dit- victimisation secondaire, oui. Cependant, c'est pas parce qu'on peut avoir une victime qui n'a eu aucun accompagnement, aucune aide psychologique, aucune aide éducative, aucune aide, je veux dire, sociale. Il y aura un procès, la personne sera jugée. Ça ne veut pas dire qu'elle est réparée non plus. D'accord. Elle n'est pas réparée non plus, parce que d'accord, il y a eu un C'est de jugement. la Donc la loi a vengeance, c'est pas- reconnu. voilà, c'est pas un- c'est pas de la c'est vengeance. On s'inscrit dans une société, il y a des règles, il y a des lois, et donc la loi vient dire, oui, ce monsieur, cette dame, parce qu'il y a des agresseurs femmes aussi, ce monsieur, cette dame n'a pas respecté la loi, effectivement, cet enfant a été victime, d'accord? Ça vient vraiment la positionner dans sa position de victime. Maintenant, il faut pouvoir sortir de cette position de victime et reprendre le cours de sa vie. Et c'est pas le tribunal qui donne ça. Ça, c'est vraiment du travail personnel, du travail sur soi, mettre en mots le vécu, les choses qui sont restées sous silence pendant des années, effectivement, pouvoir le mettre en mots, le sortir de soi, parce que c'est comme si c'est un, je sais pas moi, c'est un poison là qui est à l'intérieur Bien sûr. et qui ronge de l'intérieur, c'est vraiment permettre de mettre à l'extérieur pour permettre justement à cette personne d'être dans de nouvelles relations sociales, de nouvelles relations à elle-même, hein, de pouvoir s'aimer, de prendre soin d'elle, d'avoir une vie. D'accord? Être une nouvelle vie. personne, devenir vraiment sujet et acteur de sa vie. C'est ça le but vraiment de l'accompagnement et de la réparation que la personne peut faire pour elle-même. Ce n'est pas le tribunal qui donne cette réparation-là. C'est important que le tribunal pose la loi. D'accord? C'est nécessaire. Fabienne, tu veux rebondir? Tu veux dire quelque chose? C'est un petit peu difficile. On peut te amener des lectures. Qu'est-ce que les livres que tu nous as amenés, Fabienne? Il y a vraiment, mais vraiment urgence, d'accord. Il y a vraiment, le mot urgence me paraît tellement faible pour ce que j'ai envie de dire. Les enfants ont besoin d'être protégés. Les enfants ont besoin d'être respectés. Si on veut vivre en paix, en toute sécurité, dans le respect, ça commence par le respect. Et les enfants, après ce que j'ai vu là, ça m'a rappelé vraiment mon propre vécu où moi je voulais rencontrer mon père. Et moi, au lieu de ça, moi j'ai connu l'enfer. Et c'est vrai que le parcours d'une victime, c'est qu'au lieu de vivre, même si on essaie de vivre, mais on passe son temps à survivre, on passe son temps à se battre, on passe son temps à essayer de faire comme les autres, et en fin de compte, on n'a pas notre propre vie. L'inceste, c'est un crime, et les viols sont des crimes parce que c'est des choses qui impactent tous les aspects de notre vie. Moi, pendant toutes ces années, j'ai voulu faire comme si c'était rien passé. Au moment où il fallait construire une vie de couple, mais je me suis rendu compte que voilà, tu peux plus faire semblant, parce que quand j'avais mon mari en face de moi, c'est pas lui que je voyais, j'avais l'impression de voir mon père. Tout ça, ce sont des réalités. Quand il faut donner le sein à son enfant, ben on a l'impression que c'est pas son enfant qui est là, mais c'est l'agresseur. Donc c'est autant de choses qu'il faut dire que il y a les crimes en eux-mêmes, mais aussi toutes les conséquences qui sont terribles. Et voilà. Et je suis en train de travailler sur un récit pour un petit peu essayer de décrire ce que j'ai pu vivre ces 20 dernières années, parce que j'ai envie de dire, il y a le crime, mais il y a l'après, quoi. Mais j'ai eu du mal à vivre en période de paix, parce que un crime, c'est comme une période de guerre.
Donc après la guerre, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment on peut se reconstruire comment on peut se reconstruire à partir de ruines. C'est vrai que jusqu'à l'année dernière, je pensais que voilà, toute ma vie était foutue, c'était irréversible, j'ai été victime d'inceste, ma vie n'a plus de sens, il n'y a plus d'avenir. Ben non, non, non. Tant qu'on est en vie, tant qu'on a encore le souffle, tant qu'on a encore une âme, on peut changer de vie, on peut se repositionner. On n'aura pas la vie qu'on aurait souhaité, mais on peut changer. Moi, lors du procès, je me suis rendu compte, ça s'est passé en 2008, la première audience, en septembre 2008. La première fois que je me suis retrouvée aux assises, je me suis dit, je suis comme quelqu'un à qui on avait coupé les jambes pendant toutes ces années, qui passait son temps à se mettre debout. Et se mettre debout, c'était sans jambes, c'était se marier, c'était avoir des enfants, c'était aller travailler. En 2008, je me suis dit non, j'ai plus de jambes, qu'est-ce que je fais? Ok, j'accepte de me mettre en fauteuil, peut-être un jour je vais mettre des prothèses pour me mettre debout. Sauf que j'ai dit ça en 2008, mais c'est en 2013 que j'ai fini par accepter que empâter ni jambes, quoi. Donc il y a vraiment un travail à faire, mais on a besoin d'être soutenu. Et c'est vrai que des fois, quand les familles ou les amis sont là au début, mais pour des victimes qui ne sont pas aidées de façon adaptée, mais la famille, elle s'épuise. Les amis s'épuisent, les amis n'en peuvent plus de vous, ils n'en peuvent plus de venir vous ramasser la petite cuillère tous les 2 ans ou chaque année au bout de 3 tentatives de suicide. Ils n'en peuvent plus et ils disparaissent. Donc on se retrouve seul, quoi. Voilà, on se retrouve seul. Et c'est pour ça que l'âme vie a été créée, c'est pour que les victimes, elles ne se sentent plus seules. Et on est présente pour nous, entre nous, au moment du groupe de parole le samedi après-midi, mais tout le reste du temps aussi. 24 heures sur 24, on sait que si on a envie si on se sent pas bien, on a un numéro à appeler, l'une des filles, voilà, on n'est plus seul. Parce que c'est vrai que les victimes, on se retrouve dans une solitude, mais une solitude. Parfois aussi la victime est entourée, mais elle est tout de même dans sa solitude. Il faut pouvoir repérer que même s'il y a du monde autour, il y a des souffrances telles qu'elle a tendance à se renfermer aussi sur elle-même et avoir ce sentiment de solitude aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a le soutien familial, mais on est ou amical, mais c'est clair qu'on a besoin de professionnels autour de soi, sinon on sombre. Voilà. Parce que le professionnel ne fait pas du sentimentalisme et le professionnel est formé à entendre tout ce que la personne a à dire. Dans une réelle écoute. Parce que voilà, c'est l'écoute, c'est un travail d'écoute de professionnel. C'est pas tchembé, ça ira, t'en fais pas tchembé. Non, c'est pas ça. Et je comprends que l'âme vie milite comme ça, puisque depuis 2002 que je travaille avec les victimes d'agressions sexuelles, ça en fait beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr. Il y en a beaucoup. Combien par mois que vous avez, combien de cas, comment on peut chiffrer en Martinique? On va dire, voyez-vous, dans le service Savas, chaque mois, on accueille 4 à 5 victimes. Chaque mois? Chaque mois. Alors, on va continuer. La question de l'amnésie post-traumatique s'invite devant la justice. Allez, qu'est-ce qu'on me fait signe? Qu'on n'a plus le temps? Que c'est fini? Le temps est passé si vite? Est-ce qu'on a le temps de voir le reportage? Non. Le reportage, non. Bon, mais de toutes les façons, c'est pas fini. On se revoit. On t'a dit qu'on t'accompagne, qu'on te soutient, qu'on en parle. Attends, combien par mois? Entre 3 et 5. 5 par mois. Donc. Voilà. Vous imaginez, tous les mois, il y a au moins 4-5 victimes. De toutes les façons, on se revoit le 30. On se revoit le 30 dans une émission plus longue. On se revoit le 30 dans un C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Avec le professeur GN. Avec le professeur GN, qui est, rappelle-nous qui il est. Il est psychiatre. Spécialisé en psychotraumatisme. Voilà, spécialisé dans la prise en charge des traumatismes. D'accord. Et puis, Cynthia Petit, tu es psychologue
Et dans le service d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. D'accord. Spécifiquement. Alors, redonne-nous ton téléphone, Sylvie. Cynthia, pardon. Donc, le 05 96 53 22 50. 53 22 50. D'accord. Voilà. Et Fabienne? Donc, l'AMVI répond au 06 96 50 12 11 et l'UAD 55 23 11. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne, pour ce courage. Merci de nous avoir permis de... C'est quand tu veux. Merci Cynthia d'être venue aussi. Et puis tu voulais nous donner quelques livres. Tu voulais nous donc Trauma et résilience. Trauma et résilience. Donc tout ce qui peut aider à sortir. Oui. Donc j'aime beaucoup Boris Cyrulnik qui parler d'amour au bord du gouffre. Son dernier Sauve-toi, la vie t'appelle aussi, ça aide beaucoup. Oui. Ça c'est l'un des premiers livres qui m'a aidé, le traumatisme de l'inceste. Voilà. Alors de toute façon on peut pas les voir, mais quand les gens viennent te voir, tu peux leur indiquer toutes ces lectures et tout. Et puis, tu voulais, Barack Obama quand même a pris les choses. Barack Obama, le 30 avril, il a pris 5 secondes de sa vie pour dire, les gars, là, on nous finit puis les agressions sexuelles parce que nous, on est un pays de bout. Donc, j'attends de la part de mon cher pays Martinique qui est des femmes et des hommes debout, des politiques qui n'ont peur de rien pour dire, je vais protéger mes enfants. Où sont-ils? Merci. Et puis je redis au revoir à la Guyane, à Madame, Monsieur Lecao, Robinson et Liliane, à Monique, à Sandrine. C'est spécial Guyane aujourd'hui. Okay. Et puis Marie-Josée Permal, à toutes les personnes que j'ai rencontrées en Guyane et qui beaucoup d'amour là-bas. Et puis à ma fille et mes petits-enfants. Bye bye. Au revoir.